Dans cet environnement plus chaotique, comment évaluez-vous les Européens? Ils semblent soutenir la campagne contre l'Iran, tout comme ils ont été plus que favorables à la campagne contre la Russie. Eh bien, avant de quitter la Russie, permettez-moi de faire une observation. On m'a transmis il y a quelques heures une remarque d'une personne qui a passé de très nombreuses heures, peut-être des centaines, à regarder des vidéos et des discours du président Poutine. Il m'a fait remarquer quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Savez-vous que le 2 février est l'anniversaire de la chute de Stalingrad? Les Américains n'y prêtent aucune attention. Nous savons que les Russes, ou plutôt les Soviétiques à l'époque, ont subi au moins 1 million de pertes en défendant Stalingrad contre les Allemands. Ce n'était en aucun cas la fin de la guerre pour les Allemands, mais ce fut un revers considérable. Ce fut aussi un tournant important pour les Russes, car ils avaient connu très peu de succès contre les forces armées allemandes jusque-là. Poutine s'est rendu à la cérémonie commémorative à Stalingrad. Et cet homme a fait remarquer que ce n'était pas tant ce que Poutine avait dit, ce qui était prévisible, mais qu'il ne l'avait jamais vu aussi sombre. Non pas simplement profondément ému par l'événement, ce qui n'est pas inhabituel en Russie, mais particulièrement grave, presque abattu dans sa posture et son expression. Il a relié cela à certaines discussions en cours en Russie entre diverses personnes, suggérant que le président Poutine en est peut-être arrivé au point où il n'est plus sûr qu'il reste beaucoup d'espoir pour une quelconque, je ne veux pas dire réconciliation, mais une quelconque entente utile avec Washington. Je pense que le président Poutine est désormais parvenu à la conclusion que la Russie pourrait devoir nous affronter. Et ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite faire. Tout comme je soutiens que le président Trump ne veut pas vraiment déclencher cette guerre au Moyen-Orient. Mais Trump affiche un visage remarquable. C'est un marketeur né, c'est là son plus grand génie, le marketing. Il parle et donne une impression totalement détachée, je pense, de ce qu'il préoccupe réellement. Mais ce n'est pas le cas de Poutine. Cela était apparemment très très évident. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui ne comprennent pas les Russes, et certainement pas le président Poutine. J'encouragerais tout le monde à prendre le temps de regarder cette cérémonie commémorative du 2 février et à l'observer très attentivement. Pas seulement les déclarations traduites, mais regardez-le, sa posture, sa manière de se comporter. Il est très très sombre. Je pense qu'il est très sérieux. Et je prendrais note de cela si j'étais à Washington. Maintenant, vous avez mentionné les Européens. J'ai écouté Donald Tusk ce matin. Je ne sais pas quand il a dit cela, que ce soit aujourd'hui ou hier, mais il a essayé d'affirmer qu'il existait une sorte de lien entre Poutine et Epstein, ce qui est absolument absurde. Il n'y a aucune preuve de cela. Poutine n'a pas besoin de conseils fiscaux de la part de Epstein, qui semblait être dans le métier de dire aux gens comment éviter de payer des impôts. Il n'avait pas non plus besoin des autres services célèbres de M. Epstein. Mais je pense que cela en dit long sur les Européens en ce moment. Tusk est un mondialiste. Macron est un mondialiste. Stolmer est un mondialiste. Merz est un mondialiste. Toutes ces personnes sont affiliées à BlackRock, associées à des gens que, franchement, j'éviterais à tout prix si je le pouvais aux États-Unis. Ce sont des personnes dont la morale et le système de croyance me sont absolument anathèmes, et je pense à la plupart des citoyens américains. Mais le fait qu'ils fassent tout leur possible, surtout Tusk, pour essayer d'établir un lien avec Epstein, me semble être un acte de désespoir, une tentative de convaincre les gens non seulement que les Russes arrivent, les Russes arrivent. Les Russes n'arrivent pas, et cela devient de plus en plus évident pour les gens en Europe.
C'est aussi une tentative de diffamer une fois de plus le président Poutine et son gouvernement, de le présenter comme l'incarnation du mal, ce qu'il n'est pas et n'a jamais été. Je pense que les Européens sont dans l'impasse. Ce que nous espérons tous, c'est que les électorats respectifs chassent ces gens du pouvoir le plus tôt possible, car il n'y a aucune raison au conflit entre l'Europe et la Russie. Mais cela ne s'est pas encore produit, et nous espérons que cela arrivera plutôt tôt que tard. Selon David Betts, l'endroit le plus susceptible d'exploser en premier serait désormais la Grande-Bretagne. Peut-être que tout commencera là-bas. La France ne sera pas loin derrière, et je ne pense pas que les Allemands feront grand-chose avant de voir cela se produire ailleurs. J'ai fait une interview avec David Betts et je lui ai demandé à quel moment il serait trop tard pour inverser une partie de tout cela. Il semblait assez convaincu que ce point avait été dépassé depuis longtemps. Donc, quelque chose qui ressemble au moins à une guerre civile est plus ou moins inévitable. Mais ce qui est intéressant avec la Grande-Bretagne, c'est que parmi tous les médias européens, ce sont les médias britanniques qui, ces derniers jours, ont vraiment travaillé dur pour essayer de russifier tout le scandale Epstein. Autrement dit, pour suggérer qu'Epstein était peut-être dirigé par le KGB, comme si cela existait encore. Mais cela montre la tentative de s'appuyer sur la haine persistante envers la Russie pour détourner l'attention, mais aussi une manière très cynique d'essayer d'offrir une couverture politique à leurs propres élites, dont beaucoup sont impliqués dans cette affaire. Mais puisque vous en parlez, je voulais vous interroger sur les dossiers Epstein. Qu'est-ce qu'on peut réellement en conclure? Je veux dire, il existe un réseau de pouvoir caché très solide. Ce n'est pas un État profond, mais c'est tout de même un réseau très influent, ce qui suggère que le pouvoir ne réside pas vraiment entre les mains des électeurs. Au contraire, pour parler franchement, une grande partie du pouvoir se trouve entre les mains, vous savez, d'élites corrompues. Quelle importance voyez-vous que cela puisse avoir sur les politiques étrangères de l'Occident? Je pense que cela rappelle beaucoup ce que le peuple français a découvert à la fin des années 1790 au sujet de sa propre classe dirigeante. À l'approche de 1789, il avait développé une profonde aversion pour la direction aristocratique du pays. Les aristocrates bafouaient toutes les valeurs et la morale. Or, les Français ne sont pas, et n'ont jamais été, un peuple déraisonnable. Mais lorsque l'on s'emploie délibérément à déverser seaux d'immondices et d'insultes sur les institutions du pays, qu'il s'agisse de l'Église, de l'armée ou du gouvernement, on envoie à la population le signal qu'on ne ressent pour elle que du mépris. Et l'une des raisons pour lesquelles la révolution de 1789 a éclaté n'était pas seulement que le prix du pain était devenu inabordable. C'était aussi la volonté de dire « Ces gens ne méritent pas les postes qu'ils occupent ». Je pense qu'aux États-Unis, de plus en plus d'Américains en viennent à la conclusion que ceux qui les gouvernent ne sont pas dignes des fonctions qu'ils exercent. Ils prennent également conscience que ceux qui les gouvernent ne les gouvernent en réalité pas. C'est ce groupe de milliardaires en coulisses, avec leurs multiples tentacules dans le Congrès, les tribunaux et même désormais dans le haut commandement militaire et à la Maison-Blanche. Au point que les gens commencent à se demander qui prend réellement les décisions. Et ils sont de plus en plus nombreux à conclure que ce ne sont pas les personnes que nous avons élues, mais celles qui ont financé l'élection. Donc, une crise de légitimité politique. Du moins, c'est ce qui semble se préparer en Europe également. Avant de conclure, avez-vous d'autres réflexions sur la direction que nous pourrions prendre,
du moins ici en Europe, surtout en ce qui concerne ce que les Russes pourraient avoir prévu ensuite. Eh bien, les Russes vont faire ce que les Russes vont faire. Pour être tout à fait franc, les Européens deviennent de plus en plus insignifiants dans ce processus. Ce que nous ne savons pas, c'est ce qui se décide à Moscou. Mais je pense, d'après les observations de cet individu, qui est un spécialiste de Poutine, et aussi d'après ce que nous voyons se passer sur le terrain dans l'est de l'Ukraine avec l'armée, que tout cela va se conclure selon les conditions russes. La décision est sur le point d'être prise. Quand, où et comment cela se produira. Ce que nous verrons à l'avenir sera différent de ce que nous avons vu au cours des presque 4 dernières années. La Russie, souvenez-vous, lorsque ce processus a commencé, son armée était bien trop petite, totalement mal équipée et incapable de faire face à la crise. Il a fallu quelques mois pour que cela soit compris. Mais vers juin ou juillet, le président Poutine a rencontré ses dirigeants et a décidé « Vous savez, nous allons devoir tout remettre en question. Toutes nos hypothèses de départ sont fausses et nous allons devoir construire une nouvelle force. » C'est ce qu'ils ont fait. Je pense donc qu'ils se trouvent maintenant dans une situation où ils savent qu'ils ont en pratique une position dominante sur le terrain en Europe, et ils savent que les Européens n'ont rien pour les arrêter. La question est donc, jusqu'où irons-nous avant de dire enfin « ça suffit ». Et il y a beaucoup de Russes qui disent « nous devons aller jusqu'à la frontière polonaise ». Mais je pense que la tendance est d'aller jusqu'au Dniepr, certainement de s'emparer d'Odessa, et potentiellement, même si ce n'est pas quelque chose que Poutine souhaite faire, de marcher directement sur Kiev et de se débarrasser de ce gouvernement. Il y a d'autres personnes capables de prendre les rênes et de diriger le gouvernement dans le reste de l'Ukraine. Mais ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que les Russes ne veulent pas gouverner l'Ukraine occidentale. Ils ne le veulent pas. Et ils ont une longue expérience des populations qui y vivent. Les Polonais aussi, d'ailleurs. Les seuls qui semblent avoir réellement réussi à gouverner l'Ukraine occidentale pendant une période prolongée, croyez-le ou non, ce sont les Autrichiens. Et cela est en réalité considéré par la plupart des Ukrainiens de l'Ouest comme une période relativement positive de leur histoire. Mais tout le reste du monde ne veut rien avoir à faire avec cela. C'est de la kryptonite. Tout le monde veut s'en éloigner. Il se peut donc qu'à terme, ces gouvernements européens s'effondrent et soient remplacés par des personnes ayant une vision plus réaliste d'eux-mêmes. Je reste tout de même surpris que l'Allemagne, qui suit une voie menant au suicide national, compte tenu de sa passion pour la désindustrialisation, ne se soit pas encore réveillée. Mais ces choses-là arrivent. Ce que j'ai appris, je crois, au cours des dernières années, c'est que tout prend plus de temps qu'on ne le pense. C'est le mieux que je puisse vous dire. Oui, cela rend le moment difficile à prévoir, mais la trajectoire semble néanmoins très clairement tracée. Alors, eh bien, colonel, comme toujours, merci beaucoup pour votre temps. Merci, Glenn.